Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Après plusieurs mois d'absence, Yalla fait son grand retour avec une interview signée Zineb Mekouar. Vous n'avez toujours pas entendu parler d'elle? Eh bien, gardez ce nom en tête, car cette jeune femme engagée de tout juste 31 ans a déjà vécu plusieurs vies, toutes pleines de succès, et son avenir, selon moi, nous réserve encore de belles surprises. Après avoir suivi des études plutôt classiques au lycée Lyautey de Casablanca, Zineb s'envole vers Paris où elle intègre Sciences Po, puis HEC, pour ensuite rejoindre et accompagner Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle avec En Marche, alors que le parti était encore à ses débuts. Plus récemment, Zineb a publié son tout premier roman, intitulé La poule et son cumin, qui n'est pas passé inaperçu, puisqu'il a été nominé parmi les finalistes du prix Goncourt du premier roman. Et oui, rien que ça. Elle y présente de manière audacieuse les fresques et contrastes de la société marocaine à travers deux personnages, Kenza et Fatiha, et je vous recommande bien évidemment vivement de le lire. L'introduction commence à se faire un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir cette belle personnalité et son parcours. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira, vous parlera et surtout vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Hello Zineb. Bonjour Rita, Comment ça va? ça me fait hyper plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, donc ça me fait vraiment plaisir de te retrouver à l'occasion du podcast du coup. C'est Claire, une copine d'enfance qu'on Bah ouais. retrouve grâce à la vie. Grâce mais aux réseaux sociaux surtout en vrai, hein, ça nous a bien aidé. Alors du coup, Zineb, on va démarrer l'interview. Alors la première chose qui m'a le plus interpellée un peu dans ton parcours, c'est que, et dans ta personnalité surtout, c'est qu'il existe plusieurs Zineb. Alors il y a eu la Oui. Zineb étudiante, bien sûr. Ensuite, on a eu la Zineb politicienne avec Emmanuel Macron et sa campagne présidentielle avec En Marche. On a eu Zineb l'écrivaine, on a toujours Zineb l'écrivaine. Et puis on a Zineb qui travaille dans la fonction publique comme déléguée au sein du gouvernement français. Ok. Adjointe, Ça fait les gars, déléguée adjointe, pardon. Donc ça fait beaucoup de choses. Et du coup, pour comprendre un petit peu ces différentes personnalités, j'aimerais parler un petit peu plus de ton enfance, de qui tu étais avant, pour savoir en fait qui était la Zineb quand elle était petite et comment elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui. avec plaisir. Et c'est vrai que ce que tu montres plusieurs facettes, mais en fait, il y a une vraie logique derrière parce que les différentes nuances que tu as données, c'est de l'engagement à chaque fois. Tu vois, que ce soit en politique, que ce soit dans l'écriture, que ce soit là, effectivement, déléguée adjointe au- pour le gouvernement français à l'OIT. C'est aussi pour la lutte pour plus de droits fondamentaux, notamment contre le travail des enfants, le mariage forcé, le travail forcé. Donc, tu vois, pour moi, c'est à la fois, bien sûr, que c'est différent, et à la fois, pour moi, il y a une consistance, parce que c'est finalement différentes façons d'être, mais d'être un peu la même chose. Ouais. Il y a un petit fil rouge quand même derrière. Ouais, j'espère. Ok, alors Zineb, raconte-nous un petit peu ton enfance. Quel type d'enfant étais-tu? Quels étaient tes traits de caractère? Parle-nous un petit peu de la Zineb petite, la jeune Zineb. Est-ce que tu t'en souviens déjà? J'étais petite, là, c'est vrai que peut-être que ce qui me revient quand j'étais toute petite, je pense que j'étais assez calme, mais en même temps très proche de ma sœur. On est quatre là, je suis l'aînée, mais on a longtemps été que deux. Et ma petite sœur, j'ai deux petites sœurs, un petit frère, et celle qui a 4 ans de moins que moi, on était très proches. Et elle, c'était un peu la faux folle, moi, un peu la plus calme. Ça a un peu évolué avec le temps parce que maintenant on est toutes les deux assez énergiques. Mais je me souviens que j'étais un peu angoissée quand j'étais petite par rapport à peut-être mes parents, tu vois, quand j'étais, je sais pas, je voulais absolument, j'avais peur quand ils partaient en voyage, j'étais un peu dans les jupes de ma mère tout le temps, tu vois, et de ma grand-mère. Par ailleurs, et en fait j'allais tout le temps à Rabat. Je vivais à Casa, mais j'allais tout le temps à Rabat en week-end chez mes grands-parents et tout. D'ailleurs, ma grand-mère, je lui fais un clin d'œil dans mon premier roman, La poule et son cumin, parce que je lui dédicace le bouquin.
C'est elle qui m'a donné un peu l'amour de la littérature, l'amour des livres et je pense que je serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas été tout le temps dans les jupes, et de ma mère et de ma grand-mère. Et justement, quel a été le rôle de ta grand-mère là-dedans? Comment est-ce qu'elle t'a initié à la littérature? Grand rôle parce que, déjà il y a une douceur, je pense que c'est aussi propre, à l'enfance au Maroc. Quand tu es enfant, je trouve que tu as souvent une très belle enfance quand tu vis au Maroc. Alors bien sûr, modulo les circonstances de chacun, mais il y a beaucoup d'amour parce que, normalement il y a la famille autour, il y a les grands-parents et cetera. Donc moi j'ai une mes souvenirs d'enfance sont très lumineux, très joyeux, très avec une générosité, tu vois? Et ma grand-mère, en fait partie. Mes 2 grand-mères d'ailleurs, mes grands-parents paternels avec qui j'ai vécu quand j'étais, plus petite et puis mes grands-parents maternels, aussi, mais l'adolescence a été plus marquée par ma grand-mère, maternelle et elle, bah, écoute, elle a été, elle était amoureuse de littérature, notamment française et de poésie, Baudelaire, beaucoup et en fait, on en a quand j'étais petite, elle me lisait des bouquins, elle me racontait des histoires et tout et je pense que ça m'a marquée parce que, c'était une façon de partager quelque chose avec elle, tu vois? Et je me souviens quand je gribouillais je sais pas, j'écrivais des petites histoires, de 3 pages et cetera et je venais lui lire pendant les vacances, à Rabat et elle trouvait ça formidable, tu vois? Et du coup, alors que franchement c'était, pas incroyable niveau, intrigue ou consistance des personnages, mais je pense que tu sais quelque part, il y a des choses qui te marquent quand tu es petit et les adultes autour de toi, ils ont ce pouvoir de te faire croire, ou pas en certaines potentialités que tu peux avoir Tout à fait. et ma grand-mère en ça, elle a beaucoup aidé parce que je pense que, quelque part, son regard que je garde toujours avec moi, même si, elle est partie il y a quelques années maintenant, est il y a un côté, «Tu vas y arriver», tu vois? Et je pense que ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant Ouais, et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau-là, grâce à elle. Mmh. magnifique. Ok. Et est-ce que du coup, déjà à cette époque-là, tu te disais que tu voulais écrire des livres, que tu voulais avoir une carrière d'écrivaine ou pas forcément? C'est juste un petit hobby que tu avais par-ci, par-là, t'écrivais de temps en temps? Alors, tu as dit 2 choses, très vraies et en même temps très différentes. C'est une carrière d'écrivaine et écrire des livres et je pense que, enfin, peut-être aussi parce que quand on est une femme, on a plus le syndrome de l'imposteur, mais Ouais, tout à fait. je me suis jamais dit, enfin, une carrière d'écrivain, tu vois? Je me suis plutôt dit: «J'aimerais écrire» et en fait, au-delà de «j'aimerais écrire», c'est ma façon d'être au monde, c'est que je ne peux pas faire autrement que d'écrire. J'écrivais aussi des petits textes juste pour moi-même, souvent des poèmes en prose. Et puis j'ai commencé à écrire des petites nouvelles, plus des nouvelles d'ailleurs que des romans. Et après, j'en suis venue au roman, parce que tu sais, un roman, c'est vraiment une construction. C'est un travail intellectuel de méthode, parce que c'est 300 pages avec une intrigue, des romans. Donc c'est une chose que d'écrire et puis c'est autre chose que d'écrire un roman. Ouais. Comme ce serait autre chose que d'écrire un essai ou donc voilà, je suis venue au roman un peu tardivement, mais par rapport à l'écriture, j'ai toujours eu ça en moi depuis petite. Je pense que c'était une façon aussi de comprendre, des choses, de comprendre des émotions, de comprendre des injustices. Quand on grandit au Maroc, bah, on est forcément témoin d'injustice et aussi témoin d'un carrefour de civilisation, ne serait-ce que les langues, tu vois, parler le français, la derija. Moi, je me rappelle avec mes grands-parents maternels, je parlais français. Avec mes grands-parents paternels, je parlais derija. Mhm. Euh, et tout de suite, dès mon plus jeune âge, j'avais compris inconsciemment que c'était comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, quand on grandit, je pense que le Maroc, c'est un pays, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la jeunesse marocaine est incroyable, quel que soit le secteur. C'est parce que on grandit dans un pays qui, qui est un carrefour de plein de choses et qui, du coup, eh ben, il inspire à la créativité. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, ouais, dire? non, mais c'est vrai, c'est un pays très riche, hein. Même Il y a toi, ce que beaucoup de tu fais avec richesses. ton podcast, enfin, plein de gens sont. Moi, je trouve ça assez fascinant, la musique, le ciné, tout. Ouais. Voilà.
Ouais, surtout ces dernières années, on voit que ça se développe énormément. On le remarquait pas. Enfin, moi personnellement, je le remarquais pas forcément quand j'étais plus jeune, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus les années passent, et plus en fait, on a tendance à s'exprimer, à laisser libre cours à notre créativité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Exactement, tu as raison. Je pense qu'il y a un côté, on se permet plus. Ouais. On se permet plus, tu Mm. vois. Mm. Ok, bon, super. Après toutes ces belles paroles, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Plaisir. Bah, moi, j'étais dans le même lycée que toi, hein, Ouais. au lycée Lyoté à Casablanca. Je voulais faire une première terminale littéraire, mais mon père, un bon Marocain, m'a dit Il faut faire ça va S. pas, Chouma. en maths, tu vas en S, Khalek. Et donc, je suis allée en SP maths, bien sûr. J'ai réussi à négocier de ne pas faire ni ingénieur ni Ni médecin, médecine. ni avocat. Et, du coup, bah, en fait, j'ai réussi à avoir Sciences Po. Et je dis ça parce que vraiment, je ne m'attendais pas à l'avoir après le bac. Pour l'anecdote, j'étais en attente dans les prépas que j'ai eues après. Mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, si je pouvais, j'aurais fait une école de ciné Ouais. ou de lettres. Et en fait, bon, tu sais, on est à Lyoté, tu es un peu dans un cadre. Conditionné. Donc, j'ai suivi un peu le truc. Quelque part, heureusement que j'ai pas eu mes prépas tout de suite. Je les ai eu après coup, mais j'avais envoyé ensuite mon dossier à Sciences Po que j'avais eu, donc je suis allée à Sciences Po. J'ai beaucoup aimé la formation parce que c'est 5 ans, donc 3 au début, où c'est très généraliste. La troisième année, tu pars à l'étranger, tu fais un peu les cours que tu veux. Donc, j'ai pu faire de la littérature, un peu de philo, voyager aussi. Donc, et après, j'ai décidé de faire un master en affaires publiques en option culture. Donc, tu vois, j'avais tout le temps ce côté un peu culture. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas essayer de travailler dans le mécénat pour la culture ou l'édition? Je sais que c'était compliqué, mais voilà. Et en fait, à ce moment-là, mon père, en bon marocain, me dit, mais non, il faut une école de commerce, ça va pas ou quoi? Tu vas faire quoi avec Sciences Po? Qu'est-ce que tu vas faire avec Sciences Po? Sciences Po, pour lui, il connaissait pas. Autant ma mère connaissait très bien, autant mon père un peu moins. Et donc, pour faire plaisir à papa, non, j'exagère, j'ai postulé aux écoles de commerce, j'ai eu HEC, j'ai fini mon cursus à HEC. Ouais. Et en fait, j'ai toujours écrit, tu vois, en parallèle. Et du coup, tu Euh, as fait quoi à HEC? j'ai fait un master c'est un master en international. C'est de l'économie appliquée à la fois aux entreprises D'accord. euh, et à la fois un peu relations internationales, macroéconomie. Enfin Ok. bref, mais du coup, ça avait beaucoup de logique avec le master en affaires publiques de Sciences Po. Ouais. Et c'était très intéressant. Maintenant, j'avais vraiment toujours ce truc de mais moi, je veux écrire, je veux écrire. Donc, j'avais écrit un premier roman que j'avais essayé de publier, mais qui n'était pas assez bon et personne ne m'a répondu, tout Ouais. simplement. Ouais. Et je me suis dit, je m'en fiche, je continue. Donc, faut persévérer de toute façon. Là, tu vois, on fait un podcast pour mettre en avant des parcours. Mais en vrai, les parcours, c'est quoi? Tu as un moment dans ta vie, tu as des envies, des passions, des rêves, et puis on te dit non. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu as déjà le non et il faut aller chercher le oui, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu te dis qu'un jour, tu y arriveras. Et pour moi, c'est un peu ça la clé du truc. Et parfois, tu as aussi des moments où il faut faire des pas de côté. Faut se dire vraiment, en fait, ok, là, je suis dans un truc très cadré et tout, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais. Et parfois, on n'a pas, surtout dans les systèmes un peu où on est nous, que ce soit le marocain, que ce soit le français, c'est des systèmes où on te- quand tu es bon, tu continues. Et en fait, tu n'as jamais eu le temps de réfléchir à mais ce que je veux moi, c'est quoi, tu Ouais. vois? Tout à Et fait. donc, je pense qu'il faut vraiment parfois se permettre. Alors, parfois, c'est dur parce que la société, la famille, toi-même, on ne se permet pas de le faire. Mais il faut vraiment se dire ok, je vais me prendre 2 secondes là et où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Tu Ouais. vois? Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu quelques moments comme ça dans ma vie. Après HEC, j'ai, bah, tu vois, le truc assez classique de
tout le monde autour de moi postulait dans le conseil en finance. Et en fait, moi, je me disais, mais je, je sais pas si j'ai pas forcément envie de ça, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai j'avais demandé ma nationalité française parce que moi, depuis très longtemps, même aussi pour des histoires familiales, etc., je me sentais les deux culturellement et Mhm. j'ai vécu plusieurs années à Paris. Donc, j'ai demandé la nationalité française et je l'ai eu à ce moment-là, tu vois. Ok. Et en fait, je me suis posée vraiment à la fin de mes études, je me suis dit, mais c'est quoi avoir une nationalité en plus? C'est quoi appartenir, tu vois, à un pays, à un endroit, à deux pays? Et je m'étais dit, voilà, c'était vraiment très personnel. Je me suis dit, bah, en fait, pour moi, c'est m'engager Mhm. là où je vis. Mhm. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vivais à Paris. Si un jour je vis au Maroc, je m'engagerai au Maroc. Mais là, je vivais à Paris et du coup, je me suis dit, j'ai envie de m'engager. Et à ce moment-là, Macron a créé En Marche. Et alors, c'était vraiment rien du tout En Marche à l'époque, hein. Je te parle de 2016, hein. Ouais. Et Donc, comment tu l'as découvert du coup? ben, en fait, c'est parce que c'était le tout début et c'était parce que je faisais un mémoire à l'époque sur, c'est un peu technique, mais c'est sur la théorie des jeux dans l'Union européenne. Mhm. C'était le moment où il y avait la crise grecque et c'était un truc sur comment la Grèce arrivait ou pas à s'en sortir au niveau économique. Je te passe les détails, Ouais. mais Macron, à l'époque, était ministre de l'économie Ouais. et du coup, je me suis hyper intéressée à ce qu'il faisait vraiment les études. Et bah, du coup, j'étais au courant qu'il allait lancer En Marche et je leur ai vraiment envoyé un mail, je me rappelle très bien, genre à 23h, un jeudi soir, en disant coucou, je m'appelle Zineb, j'aimerais bien m'engager, voici mon numéro, tu vois. Ouais. Et je me dis, le lendemain, tu vois, je me réveille, je me dis, mais n'importe quoi, en plus, je connais personne, enfin, qu'est-ce qu'ils vont m'écrire, tu vois. Et en fait, 2 jours après, ils m'appellent. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils étaient 5, il n'y avait personne à l'époque. En plus, Ouais. c'était Monsieur 5%, c'était vraiment genre pas du tout. Et je me rappelle très bien, 2, 3 semaines après, bah, j'y suis allée, j'ai commencé à les aider, j'ai trouvé ça intéressant. Et 2, 3 semaines après, j'ai des copains de Sciences Po qui étaient, eux, qui faisaient la campagne de Juppé, et qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fous avec Macron? Genre, si tu as envie de faire une campagne, viens avec nous, tu Ouais. vois? Et j'étais là, genre, mais non, moi je trouve ça trop bien, parce qu'à l'époque, il disait qu'il fallait pas mettre les gens dans des cases. Et comme moi, j'ai vraiment une des valeurs fondamentales qui m'inspire toujours, c'est la liberté et le fait de pas se mettre des étiquettes, tu vois. Et donc, j'avais bien aimé ça. Et du coup, je suis restée avec lui et je m'en fichais complètement de gagner ou de perdre. Enfin, l'idée, c'était vraiment l'engagement et de me connaître mieux moi, tu vois. Enfin, c'était vraiment très personnel et intime. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire la campagne de Macron, qui ensuite a gagné. Ouais. Et c'est complètement inattendu, parce que nous, franchement, au début, on était là, genre, on va gagner, mais c'était comme Sans vraiment y un croire, quoi. cœur de genre. Et donc, c'était hyper bien parce que c'était un peu un style de start-up politique. On était Ouais. 10, après, on est devenu, c'était exponentiel, tout le monde commençait à s'intéresser à nous. Enfin, donc, c'était une belle aventure. Et qu'est-ce qui t'a le Et plus plu justement dans cette aventure? bah, le rapport aux gens. Parce que, en fait, tu vas rencontrer des gens que tu n'as pas l'habitude de Mhm. rencontrer. Ouais. Tu sors complètement de ton. Parce que, voilà, on appelait plein de gens, on allait voir plein de personnes de différents secteurs en termes pour les experts, pour le programme, mais aussi on allait voir des citoyens, mais de partout, et pour aller leur dire, vous pensez quoi de ça? De porte à porte, à l'époque, j'en avais fait un peu, même si j'étais au QG de campagne, donc on était plus dans le côté, on manage un peu tout ça, mais j'y allais quand même régulièrement à Paris. Et en fait, c'était incroyable parce que déjà, bah, je découvrais beaucoup mieux la France, tu vois, Ouais. parce que moi, j'avais grandi à Casa jusqu'à mes 18 Ouais, ans. Je suis ouais. allée à Paris, donc je connaissais beaucoup moins la France, le pays, Ouais. toutes les autres villes, la campagne, comment les gens pensent hors de Paris, parce que Mhm. Paris, c'est quand C'est même pas la très, France. C'est loin d'être la France. c'est très différent, tu vois. Mhm. Et donc, c'était hyper intéressant. Et puis, mon côté peut-être écrivain fait que moi, je suis passionnée par les rencontres. Et donc, c'est Ouais. incroyable. À chaque fois, je me disais, mais c'est un personnage de roman. Mais ça, c'est Ouais. un personnage de roman. Et c'était trop drôle. Et donc, voilà, rencontrer du monde, découvrir aussi que les humains sont beaucoup plus complexes que ce que les médias veulent faire croire, tu Ouais, vois. bien Par sûr. exemple, je me rappelle très bien.
à l'époque déjà, il y avait un vote pour l'extrême droite très fort. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu moi j'ai eu des discussions avec des gens comme toi et moi, tu vois, qui disaient, bah, moi je vais voter extrême Le droite. Pen, ouais. Je fais, mais pourquoi? Et ils disaient, bah, je suis pas du tout raciste ou truc, mais en fait, j'ai envie de casser le système parce que j'y crois plus aux politiques. Tu Ouais, vois. ouais, Enfin, ouais. je crois plus aux politiques, c'est des menteurs, voilà. Et donc il y a une, il y a un ras-le-bol, il y a une défiance. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup appris cette année-là, pendant la campagne, parce que c'est beaucoup plus que noir ou blanc. Tu Ouais. vois, c'est toujours dans le gris la réalité. C'est aussi ça que j'aime en littérature et en politique, c'est que c'est toujours complexe. Mm. L'humain est toujours complexe. Et puis après, j'ai adoré l'engagement sur certaines causes, notamment l'égalité femmes-hommes, parce que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec bah, Marlène Schiappa, qui a beaucoup porté ça, mais pas que. Marie-Pierre Rixin, qui maintenant, qui a longtemps été, qui est députée toujours, mais qui a longtemps été présidente de la délégation à l'égalité femmes-hommes à l'Assemblée nationale. Elle a porté une loi incroyable qui fait que maintenant, il va y avoir obligatoirement un pourcentage de femmes au conseil, pas que les conseils d'administration, mais aussi les comités au niveau managérial, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui sont faites et on voit que la politique peut vraiment aider en termes d'égalité femmes-hommes, de droits fondamentaux. Donc voilà, et à la fois, la littérature, elle permet aussi de montrer ça. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure au début, c'est vraiment pour moi deux facettes de ma vie, mais qui sont très liées. Mhm. Parce que la littérature, tu montres l'intime, tu montres l'intérieur de la personne, et puis la politique, ça te permet bah, de sortir de certains combats, tu vois, de l'intime. Ouais. Donc, ouais. Ok, bon, bah, hyper intéressant. Et du coup, pour rester un petit peu sur le thème de la littérature, vu que tu en parlais, j'aimerais parler un petit peu de ton livre, La poule et son cumin, qui a beaucoup fait Et parler de lui. d'ailleurs, hyper touchée que tu m'envoies un petit message pour me dire que bah, tu avais aimé, semble-t-il. Bah ouais, non, non, j'ai adoré ton livre, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais même fait un petit post pour le recommander. Donc non, Merci. franchement, c'est un très beau livre. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je recommande à fond, à fond, à fond de le lire. Alors du coup, Djajab Kamouna, Djadja voilà. Kamouna, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter en une minute top chrono, faire un petit résumé, même si c'est bon, il y a beaucoup de complexité dans ton livre, il y a beaucoup de choses à raconter, mais en une minute, si tu devais donner les idées principales de ton roman. Écoute, pour moi, d'abord, c'est une histoire d'amitié. Une amitié entre deux filles, Kenza d'un côté et Fatiha, qui montrent deux facettes de la jeunesse marocaine, mais à travers elles et à travers leurs amis, c'est toute la jeunesse marocaine que j'essayais un peu de montrer. D'ailleurs, je le dédie aussi à cette jeunesse marocaine qui se libère et qui vit passionnément. Et en fait, Kenza fait pas, c'est deux Marocs qui sont presque opposés. Kenza fait partie bah, La de jeunesse la haute. dorée, un peu. Hmm. Comment? La jeunesse dorée. La jeunesse dorée marocaine. Fatiha, c'est la fille de la femme de ménage. Mais ce que je voulais montrer, c'est comment, en fait, ces disparités sociales, quand on est enfant, on s'en rend pas compte du tout. Et c'est au fur et à mesure qu'on grandit que ces règles, Tout à ces fait. normes s'installent et de manière très insidieuse. Et comment cette amitié, qui est une amitié d'enfance, parce qu'elles sont presque comme sœurs quand elles sont petites, elles se tiennent la main quand elles dorment, elles vont chasser les papillons, elles se racontent un peu leurs rêves, leurs espoirs, etc. Et comment, au fur et à mesure, la réalité sociale violente marocaine eh ben, émerge. Et est-ce que l'amitié peut rester ou pas? Et au-delà de ça, c'était aussi comment on devient femme, quelle que soit la classe sociale au Maroc, où, et j'adore le Maroc, et c'est parce que j'adore le Maroc que j'écris sur le Maroc, Ouais. bah, il y a quand même des lois désuètes. Alors, on a beau dire que culturellement, maintenant, ça a changé, que ce qui a écrit dans la loi, c'est la loi, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Oui, d'accord, mais en fait, on fait pas ce qu'on veut. Et souvent, ceux qui sont bah, quand la loi te tombe dessus, la loi te tombe dessus. Et souvent, c'est des gens qui ont pas, qui connaissent pas tel ou tel et qui peuvent pas s'en sortir. Et souvent, bah, beaucoup, les femmes trinquent, quoi, notamment. Donc voilà, donc c'est aussi un combat
qui m'intéressait. Et donc, c'était comment on devenait femme, quelle que soit la classe sociale. Et au-delà du Maroc, parce que l'histoire se passe au Maroc et en France, c'est aussi comment, c'est aussi les rapports, une fresque un peu historico-politique entre le Maroc et la France depuis l'indépendance. Que je pense que toi, tu as dû ressentir la même chose, mais quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte à quel point en France, on était ignorant du Maroc, des anciennes colonies en général. Mais tu vois, moi, j'étais hyper choquée quand on me disait: «Ah, t'es marocaine? Ah ouais, j'ai un copain algérien». Tu vois? Ouais, J'étais tout à là, fait. genre, mais ah, qu'est-ce que. Mais c'est comme si un Américain vous dit ah, mais tu vis à Paris? Ah, je suis allé en Italie Ouais, l'été ouais, dernier. ouais, 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 ouais. Même ordre d'ignorance. Ouais. Euh, et du coup, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible quand même. Enfin, ils vont tout le temps à Marrakech. Je comprends pas qu'ils connaissent pas plus que ça du pays. Ouais, ouais, Et ouais. donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire notamment un bouquin sur le Maroc, pas sur le Maghreb, parce que ici en France, on mélange un peu tout quand on dit Maghreb. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu un titre authentiquement marocain. La poule et son cumin, c'est une expression du terroir, hein, Djajab Kamouna, parce que c'est un livre sur le Maroc, marocain, sur les réalités marocaines, Ouais. en clair-obscur, mais parce que c'est la réalité, elle est jamais. J'écris pas un livre carte postale. Les copains qui m'ont dit ah, mais tu montres quand même des facettes du Maroc dur. J'aurais dit bah oui, moi je suis pas en train d'écrire Le Routard ou Lonely Planet pour vous dire Ouais. que les belles choses. Il y a aussi une réalité qui est de l'ordre de l'intime et qui n'est pas accessible quand on n'est pas, quand on n'a pas forcément grandi là-bas, quoi. En tout cas, beaucoup plus dur à y accéder. Ouais, finalement, ça retranscrit aussi un petit peu ta personnalité engagée dont tu parlais au départ. Quand tu fais quelque chose, tu t'es engagé à 100%, quoi. Bah, je pense que, en tout cas, dans mes romans, parce que là, j'espère en écrire d'autres et je suis Ouais, en train de réfléchir à un deuxième. ouais, Je pense que le thème de l'engagement, quel qu'il soit, pas, c'est pas, là, le deuxième, ça n'a rien à voir, sur un petit garçon, donc c'est pas du tout les mêmes thèmes que le premier, mais on retrouvera certainement, en tout cas, un rapport engagé à la vie, ouais. ouais. Et du coup, t'as pas eu peur un petit peu, quand, enfin, ou en tout cas des moments de doute où t'as écrit ce roman, parce que c'est quand même un roman qui est très engagé. Effectivement, il y a des choses qui sont assez crues. Euh, Ouais. Est-ce que t'as pas eu peur de ces remarques un peu de ah, c'est Chouma, etc. Et comment t'as réussi à les surmonter justement? Ouais, c'est une question hyper pertinente et bien sûr que ça m'a stressée. Et d'ailleurs, je me rappelle avant même de l'avoir écrit, j'en parlais avec un ami écrivain et je lui ai dit, voilà, j'aimerais écrire sur ce thème, notamment enfin, la jeunesse qui se libère, mais du point de vue de deux femmes qui grandissent. Et du coup, il y a le rapport au corps et le rapport au désir. Ouais, Tu vois, c'est l'éveil au désir. Et cet ami m'a dit attention, vu comment tu as grandi, là où tu as grandi, etc. Et puis le Maroc avec la chouma, ouais, c'est pas un Marocain, mais il connaît très bien le Maroc. Et il m'a dit il faut surtout pas que tu tombes dans l'autocensure. ouais, Et parce que c'est vrai que j'ai eu tendance, en écrivant le bouquin, à me dire attends, je peux pas écrire ça. ouais, Autant je me suis dit il faut, parce qu'il m'a dit si jamais tu tombes dans l'autocensure, en fait, là, ce que tu essayes de montrer, c'est justement essayer de casser les carcans qui, euh, qui alourdissent la jeunesse. Mais du coup, si toi-même tu tombes dans un carcan, tu dis non, c'est chouma, je peux pas écrire, tu as raté le livre tout à avant fait. même de l'avoir écrit. Ouais, ouais, c'est clair. Et voilà, donc je me suis dit, je me suis promis à moi-même de ne pas m'auto-censurer. Donc, je ne me suis pas auto-censurée. Maintenant, il y a eu deux choses. Bien sûr que ça m'a. Je me suis dit, est-ce que les gens vont. Enfin, comment ça va être pris au Maroc en général? Et aussi par rapport à, tu sais, personnellement, ta famille, c'est difficile, le rapport aux parents, aux grands-parents, etc. Et en fait, je suis très contente, je touche du bois parce que eh ben, au Maroc, il y a eu un très bel engouement. D'ailleurs, j'en suis hyper émue parce que plein de gens m'ont écrit pour me dire vraiment merci, ça nous a fait du bien de lire ça. À un moment, ça suffit l'hypocrisie, etc. Ouais, Je pense aussi qu'il y a un momentum au Maroc aujourd'hui où les gens en ont marre. Tu vois, les islamistes ont perdu en octobre dernier. Il y a eu avec le truc de
pendant 10 ans peut-être un retour à certains, mais en fait un retour à rien du tout parce que c'est pas notre tradition. Tu vois, nous on est plus dans un islam Modéré, libéré, bien sûr, soufi, exactement. arabo-andalou, ce que tu veux, quoi. On pourra en parler des heures, mais donc je pense que le livre est aussi sorti à un moment où au Maroc, les gens sont très conscients du fait que baraka l'hypocrisie et on veut que ça change. Donc, et je suis pas la seule à le dire, je suis pas la première à le dire. Il y a plein de gens engagés qui le disent. Donc, que ce soit Sonia Trab avec Moroccan Outlaws, que ce soit des cinéastes, que ce soit. Donc, tu vois, moi, je pense qu'on est de plus en plus à vouloir que ça change. Et alors, l'autocensure, c'est aussi par rapport souvent, tu vois, quand tu écris, tu te dis, mais mon Dieu, imagine, mes parents, ils vont lire ça, mes grands-parents, ils vont Ouais. lire ça. Chouma. Et humain. Mais en fait, je me dis, mais à un moment, il faut aussi se permettre d'être adulte Ouais, avec les gens qu'on aime. Et, exactement. et donc, ça a été un peu un pari. Et pari réussi, heureusement, parce que bah, ça a été mes premiers fans, quoi. Donc, Super. il faut surtout se permettre d'être, tu vois, qui on veut être, parce qu'on se dit souvent, ouais, mais non, je peux pas être comme ça parce que telle personne que j'aime va me juger, ou bien. Mais en fait, la réalité, c'est que les premiers juges et les seuls, quelque part, c'est les juges qu'on a dans nos têtes. Exactement. C'est nous-mêmes. Et donc, Exactement. il faut juste se dire, tu sais quoi, ben, si la personne m'aime vraiment, eh ben, elle va accepter. Ouais. Et donc voilà, donc ça a été un apprentissage aussi là-dessus. Ok, donc bel accueil du public marocain et de la famille du coup. Et j'avais Ouais, même lu un petit commentaire, je crois, de Tahar Benjeloun aussi, qui avait beaucoup apprécié ton livre. c'était tellement Qu'est-ce que ça une fait? fierté. Ah, Quand j'ai j'imagine. vu ça et j'ai lu ça, c'est un des grands monuments de la Ouais, littérature incroyable. enfin internationale, hein, pas que marocaine. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché qu'il ait dit bah, qu'il a aimé le livre et qu'il trouve que c'est peut-être un bon roman, tu vois. En toute modestie. Non, mais Ouais, ouais, tu ouais. vois, c'était hyper émouvant pour moi. Ouais, j'imagine. J'imagine. Ok, bon, bah, trop bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'écriture? Alors, du coup, moi, je connais pas du tout le process d'écriture. Déjà, est-ce que tout le monde peut écrire? Comment est-ce que tu trouves ton sujet, l'inspiration? Parle-nous un petit peu de tout ça. Tout le monde peut écrire, ça j'en suis convaincue. Maintenant, c'est une nécessité l'écriture. C'est pas, tu vois, moi j'avais entendu, j'aime bien écouter les interviews d'écrivains et il y en a plusieurs qui disent si j'avais pu faire autrement, bah, j'aurais fait autrement. Parce Ouais, que c'est très ouais. technoschiste, hein. Moi, je sais que je reviens et je reviens sur une page, sur un mot, sur une virgule, mais 10, 15, 100 fois. Et en fait, on n'en peut plus parfois. Ouais. Mais du coup, si c'est pas une nécessité vitale, enfin, ça a l'air hyper bizarre dit comme ça, Mhm. mais c'est vraiment pulsionnel, tu vois. Mhm. Donc, c'est un besoin. Donc c'est pour ça, bien sûr, tout le monde peut écrire. Maintenant, est-ce que tout le monde le fait? Non, parce qu'il y a des gens pour qui c'est une façon de digérer l'émotion, de digérer la réalité, tu Mhm. vois. Moi, c'est un peu ça. Maintenant, comment faire? Écrire, je pense que ceux qui veulent, bah, il faut prendre le temps. C'est une vraie discipline parce que c'est pas. Il y a un truc de j'aimerais écrire et puis il y a le côté se confronter à la réalité. Donc pour moi, c'est vraiment le truc de essayer de prendre du temps. Mais toi, tu faisais ça à 100% du coup? Tu travaillais pas à côté, c'était juste de l'écriture de ton ouvrage? Non, j'ai j'ai travaillé. Ouais. Maintenant, je me suis pris du temps pour écrire, notamment. En fait, c'est pour le premier jet. Il te faut, tu vois, tu te prends quelques semaines, tu prends ça pendant l'été, ou tu te dis, je vais me prendre 2 mois, 3 mois, mais après, tu peux le faire aussi les week-ends. Donc voilà, ça dépend. Moi, je sais que j'ai besoin de chaque jour prendre le temps, même si je travaille. Donc c'est difficile parce que soit tu fais ça le matin, soit tu fais ça le soir, mais du coup, bah, tu as un trade-off, hein, tu peux Ouais, bien pas sûr. forcément. Donc c'est, c'est une discipline. Maintenant, il faut persévérer. Moi, je suis convaincue qu'on apprend Mhm. à écrire, notamment
juste ce que je te disais, les romans, tu apprends à construire des personnages, tu apprends à construire l'intrigue, etc. Et puis, le style et tout, c'est plus t'écris, bah, plus tu es bon, enfin, en tout cas, t'espères. Et puis, il faut aussi persévérer parce que il y a autre chose que d'écrire, il y a être publié. Et ça Ouais. n'a rien à voir. Et ça, du coup, Et comment ça se passe, ce process-là? Comment est-ce que tu cherches ton éditeur? c'est bah, c'est hyper dur. Enfin, Ouais. moi, j'ai galéré pendant plusieurs années. Même 1er avec La manuscrit. poule et son cumin? La Poule et son cumin, non, parce que C'était un ça a peu plus été le simple. 3e manuscrit, le premier publié, mais le premier Ouais. manuscrit, moi, j'ai eu aucune réponse, tout Ok. simplement. Ouais. Le deuxième manuscrit, il y en a 2-3 qui m'ont dit: «Tiens, la plume est sympa, mais bon». Ouais. Et le troisième, je suis quand même retournée et je suis retournée vers ceux qui m'avaient dit qu'ils aimaient bien Mhm. et donc ils ont lu. Mais donc c'est galère, enfin, Ouais, je vais pas vous j'imagine. en vrai, c'est un Faut parcours de persévérer. combattant. Ouais, faut Ah persévérer. bah, là, pour le coup, ouais, Mhm. voilà. Ok. Et est-ce que, du coup, pour ton histoire, avant d'écrire, est-ce que tu as déjà ta trame? Tu sais où est-ce que ça va commencer, où est-ce que ça va terminer? Tu as toute l'histoire en tête ou c'est quelque chose que tu écris au fur et à mesure? Alors écoute, ça c'est très, différent, par rapport à chacun. Ouais. Il y a des personnes qui vont te dire que, elles veulent pas savoir, où elles vont, donc elles connaissent rien et c'est vraiment genre, le la beauté de l'histoire qui arrive. Mhm. Moi, je t'avoue que j'ai peut-être pas ce talent, Ouais. et c'est pas moi, j'ai à peu près besoin de savoir, pas totalement tout, tu vois? Par exemple, dans La Poule et son cumin, je savais pas du tout comment ça allait finir et il y a même une histoire de lettres, dans le livre, les lettres à la grand-mère de Kenza. Je n'avais aucune idée, de ces lettres avant de quand j'ai commencé à écrire, c'était un moment, j'ai eu envie d'écrire Ouais. ces lettres. Ouais, ouais, ouais. Donc bien sûr que le processus d'écriture mais j'aime bien quand même avoir ne serait-ce que savoir à peu près les personnages, lesquels sont les plus importants, à peu près, les grands moments de l'histoire sans savoir comment ça va Mhm, finir. mhm. Moi, j'ai pas totalement besoin de un cadre hyper fixe, mais quand même, à peu près un truc, pour savoir où je vais. Ok. Maintenant voilà, encore une fois, c'est hyper personnel. Je sais que Bernard Werber, celui qui a écrit, Mhm, la trilogie sur les fourmis et cetera, mhm. il a un plan, il y en a d'autres pas du tout, donc ça dépend. Ok, donc ça dépend de chaque personnalité. Ok, bon bah clair, super. Écoute Zineb, on arrive à la fin de l'interview. J'ai 3 dernières petites questions pour toi, dont 2 que je pose à tous mes invités. La première, c'est que, donc, ce qu'on dit depuis le début de l'interview, c'est que tu es une personne qui est extrêmement engagée, tu es engagée dans tes ouvrages, tu es engagée dans ta fonction auprès du gouvernement. Est-ce que tu aimerais pouvoir t'engager au Maroc à l'avenir, ou tu sais pas trop? Écoute, moi, je suis déjà engagée au Maroc, Ouais, j'ai dis-nous un peu pas plus. je suis déjà engagée, dans une association, pour des enfants handicapés, et des enfants atteints, qui ont eu, souvent des erreurs médicales à la naissance qui font Ouais. qu'ils sont lourdement handicapés. Mhm. Je suis engagée depuis mon adolescence. Je suis aussi engagée pour plein d'autres choses, notamment par mes bouquins. Là, ce sera pas forcément que des livres sur le Maroc, je pense pas, le monde est très grand et j'ai envie d'écrire sur plein de sujets. Mais là, Ouais. le deuxième notamment, il est aussi sur le Maroc, sur un Ok. autre sujet totalement, et cetera. Donc, c'est pas, engagé ou en France ou au Maroc, tu Mhm. vois? Moi, je vois pas ça comme une opposition, je vois ça comme une complémentarité, mais de manière différente. Ouais. Là, effectivement, c'est plus, le service public, si tu veux, via mon boulot, c'est en France, mais sur le plan, des idées et puis même presque des tu sais, c'est La Poule et son cumin, c'est quand même sur, l'engagement pour, légaliser le droit de l'avortement au Maroc, Ouais. légaliser les relations sexuelles hors mariage. Donc c'est un engagement qui est quand même très conséquent. Ouais, trop Euh, trop. Mhm. donc pour moi, je suis engagée au Maroc, Ok. presque plus qu'en France, tu vois. Ok. Non, mais c'est bien de le voir comme ça. Ok, cool. S'il y avait peut-être une phrase qui te décrirait quelque chose qui te motive au quotidien, quelle serait-elle? Une phrase, mais j'en ai plein. Tu demandes ça à quelqu'un qui écrit des livres, donc je peux pas te choisir Bah vas-y, une inspire-nous. une Si c'est pas phrase. une, c'est deux, trois, vas-y, fais-toi plaisir. Ah mais alors, bah, tu vois, Annie Ernaux qui vient de gagner le prix Nobel. J'ai ma bibliothèque en face et j'ai le premier livre qui me saute aux yeux, c'est des siens qui s'appelle L'écriture comme un couteau. Et cette femme est incroyable. D'ailleurs, je suis très heureuse qu'elle ait eu le prix Nobel, pour
plein de raisons. Ces livres sont très beaux, je vous les conseille si vous les avez pas encore lus. Et notamment son rapport à l'écriture, où elle a donné une petite interview qui s'appelle «L'écriture comme un couteau». Et je trouve ça assez beau, assez fort. C'est Marguerite Duras aussi, différemment, va dire qu'elle ne peut pas faire autrement que d'écrire. Donc c'est plus le rapport à l'écriture, si tu veux. Écrire comme un rapport au monde, peut-être. Ok, Ça, ce serait ma phrase. ça marche. Et dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au Maroc et que tu voudrais mettre un petit peu en avant? Beaucoup de gens m'inspirent au Maroc, comme à l'étranger. Tu veux dire quelqu'un de pas encore connu ou quelqu'un de connu ou? Peu importe. Mais quelqu'un vraiment que tu admires et qui fait bouger les choses, en tout cas qui tente à sa manière de faire bouger les choses et que tu admires pour ça. Écoute, moi, je pense que tous les acteurs, de la société civile au Maroc sont incroyables, parce que, bah, on est dans un pays où, l'État fait ce qu'il peut peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment des sujets, notamment par rapport à la protection de l'enfance, à la protection, à l'égalité femmes-hommes, etc. Donc, il y a des personnes qui sont incroyables et notamment beaucoup de femmes qui sont inspirantes et qui travaillent chaque jour. Euh, Maintenant, bah, je t'avoue que ça va faire un peu fille à sa maman. Je disais que j'étais dans les jupes de ma mère, mais moi, ma mère m'inspire beaucoup Mm. tous les jours, notamment parce que, de manière très objective, bah, elle a créé une association pour enfants handicapés, puisque mon petit frère a eu des gros soucis de santé quand il était petit. C'est aussi pour ça que je me suis engagée dans ce secteur. Ils ont fait une super asso, mes parents à Casablanca, qui s'appelle l'Amicale marocaine des IMC, l'AMI. Voilà, donc ma mère a fait ça et du coup aide tous les jours des enfants handicapés. Et puis elle fait plein de choses aussi, notamment sur la protection sociale, le droit des plus vulnérables. Donc de manière très petite fille à sa maman, je dirais ça qui m'inspire et elle est formidable. Ouais, donc l'engagement finalement est héréditaire dans ta famille. Tu sais, l'engagement est familial, je suis pas du tout la première. Ça vient même des grands-parents. Ah Donc, ouais, ok. ouais, mon grand-père aussi, pas mal. Ok. Donc, effectivement, j'ai de qui tenir. Ouais, ok. Bon, bah écoute, trop bien. C'était ma dernière question. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.